Et il y avait une personne aveugle qui dit, mais est-ce qu'il y a sur cette image un texte? Et elle devait aller chercher son enfant à l'école et amener son enfant à l'école. Et du coup, elle n'avait pas l'information parce que l'image n'était pas décrite. Et l'image humoristique, c'est sympa quand même de partager. C'est le côté humoristique, si vous avez des belles paysages, des photos à faire partager. Même des chats, tout le monde aime les chats. Donc, c'est aussi sympa de partager. Vous soyez sur les réseaux sociaux, on appelle les alternatives textuelles, ou sur votre site internet. Si vous avez des éléments décoratifs, comme des bandes qui ne servent à rien, enfin, qui sont juste là pour décorer, vous mettez juste l'attribut at vite et le lecteur d'écran va vous réaliser juste une image décorative. Et n'oublions pas que ça sert aussi pour le SEO. L'attribut at pour le référencement est vraiment utile avec le moteur de recherche des images et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Maintenant, passons les formulaires. Donc, on a un simple formulaire, votre prénom, votre nom, votre email et votre message. Je fais envoyer et je me renseigne mon prénom. J'ai le vert et le rouge. Sauf les personnes daltoniennes, elles ne peuvent pas voir la différence entre le rouge et le vert. Il y a une RG2A qui dit que l'information ne doit pas être véhiculée uniquement par la couleur. Deuxième problème, avec le lecteur d'écran. SIBA, principale région, formulaire région, vous avez une question. Veuillez remplir ce formulaire. Groupe, édition vide, édition vide, édition vide, édition multiligne vide, envoyer bouton. Ah, voilà. Oui, j'ai le bouton envoyer, mais est-ce que je dois renseigner? C'est un peu problématique et c'est une des erreurs les plus fréquentes. Et il y a un moyen simple de corriger ça. Hop. Alors, on a l'attribut label, la balise label, et on a la balise input avec l'attribut ID qui est l'étiquette. Il suffit juste sur votre label de mettre l'attribut fort qui contient le même nom de l'ID de votre input. Tout simplement. On appelle les étiquettes. L'attribut fort, elle va vous réaliser le nom de votre champ, tout simplement. Et il faut exactement le même nom. Et ça fait toute la différence. Voilà, j'ai résolu un premier problème. Deuxième problème, en JS, je vais devoir afficher des icônes qui permettent de dire si check ou pas. Donc, en JavaScript, vous pouvez faire sur n'importe quel framework JavaScript. Vous disiez, ben voilà, avec mon label, je vais attacher mon icône à celui et à mon erreur. Et je vais lui dire de ARIA Identity des attributs d'accessibilité ARIA, je vais vous expliquer d'ici quelques instants, parce que les icônes, elles ne doivent pas être vocalisées par le lecteur d'écran. Et donc, je vais le cacher pour éviter que ça soit vocalisé par le lecteur d'écran. Ça reste visible, mais caché pour le lecteur d'écran. Et aussi, je voudrais que les erreurs soient restituées par le lecteur d'écran. Et je vais utiliser le ARIA Describe By, qui va me permettre, attaché à mon champ, de vocaliser l'erreur. Voyons voir ce que ça donne. Je n'ai pas enregistré. Voilà. Cas pratique, votre principale région,
Formulaire région. Vous avez une question. Veuillez remplir ce formulaire. Groupe. Votre prénom édition vide. Votre nom édition vide. Votre email édition vide. Votre message édition multiligne vide. Et voilà, avec l'attribut fort, j'ai les étiquettes qui sont réalisées correctement. Maintenant, les erreurs. Bannière principale envoyer bouton. Alerte, vos champs ne sont pas tout remplis. Masquez le message bouton. Votre email édition entrée invalide le champ. Votre email doit être renseigné vide. Votre prénom édition sélectionné Emmanuel vide. Voilà, là, donc j'ai bien les icônes qui sont affichées. Votre nom édition entrée invalide le champ. Votre nom doit être renseigné vide. Et voilà, et j'ai l'erreur qui est correctement réalisée grâce à des attributs ARIA. Sur le DOM, qu'est-ce que ça donne? En fait, moi, j'ai sur mon champ, j'ai bien mon input avec mon label qui est avec mon attribut fort, on tient la même étiquette, mon input avec son ID. Et je lui dis, voilà, là, ARIA invalide, true, false, parce que là, c'est correct. Et en c'est faux, ça passe à true. Et ça va vous réaliser aussi l'erreur sur les noms. Voilà, donc j'ai bien ARIA invalide true, tu vas me dire que mon champ est en erreur. Et ARIA decided by, on tient l'attribut, l'ID erreur non, qui est attaché à mon paragraphe pour permettre de vous réaliser. Voilà. Grâce à des attributs tout simples, on arrive à rendre accessible un formulaire. Et là, c'est pour les composants simples, je vous fais là, parce qu'après, les composants riches, c'est un autre niveau. Mais au moins, c'est des EA qui sont faciles à corriger. Maintenant, pratique numéro 5, les boutons. Bannière cap. Principale région, veuillez choisir votre moyen de paiement. Groupe bouton. 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 Comment savoir les boutons je dois choisir pour payer? Alors, nous, on voit bien visuellement les images, mais ce n'est pas vous réaliser correctement les boutons. Et comment corriger ça? Il y a trois manières de corriger ça. Donc, on a, donc j'ai mon linter qui me dit il manque un intitulé. C'est une extension qui est vraiment pratique, qui peut vous aider. Et donc, j'ai dit, mon bouton n'a pas d'intitulé. Donc, j'ai trois manières d'afficher mon intitulé. Donc, on a le plus connu, l'attribut title, dont je peux mettre Visa, et donc title va permettre d'afficher le petit pop-up qu'on voit tous. On a un attribut ARIA, qui est la même fonction que le title sur le pop-up. Et on a un span, qui est vraiment le plus conseillé à mettre. Donc, je mets un span tout simplement et avec une classe SR only, screen reader only, qui permet de cacher visuellement l'élément, mais qui reste visible pour les lecteurs d'écran. Et ce style-là, vous pouvez trouver facilement sur Internet. Hein, c'est une des classes les plus utilisées, donc vous permet de cacher les éléments entiers, que ce soit des images, des textes, tout ça, ça permet, il fait tout en un. On va voir ce que ça donne. Et je rallume le lecteur d'écran. Il faut savoir que les personnes aveugles et malvoyantes qui utilisent le lecteur d'écran utilisent un débit bien plus rapide que le mien. Là, j'ai mis pour que vous puissiez comprendre. Mais les personnes aveugles et malvoyantes font des débits, mais on ne prend absolument pas.
Alors, si Boniface à principale région, veuillez choisir votre moyen de paiement. et voilà, on a un petit bouton. pop-up bizarre. Visa bouton. PayPal bouton. Ah oui, je me suis trompée, j'ai mis oui, Visa bouton. hop, Mastercard. À force d'aller trop vite, évidemment. Veuillez liste de deux. Visa bouton. Mastercard bouton. PayPal bouton. Et voilà, c'est mieux. Mes boutons sont réalisés. Et le meilleur moyen de réaliser le bouton, c'est avec un span SR Only, parce qu'il faut savoir que les lecteurs d'écran restituent différemment les éléments. Et il y en a qui fonctionnent bien avec Title, d'autres très mal. Aria Label, des fois, ça écrase l'information RIA, donc c'est vraiment aléatoire. Et il a été ressorti, je vous invite à lire l'article de François Xavier, de dire que Title, c'est bien, mais sous audition, il ne faut pas trop l'utiliser. Et avec le span SR Only, est mieux. Et je vous dis, un bouton n'est pas un lien, et un lien n'est pas un bouton. Un div non plus, ce n'est pas un bouton. Les boutons, elles reçoivent le focus naturellement. Les divs, quand on crée les divs avec pour les rendre en boutons, elles ne reçoivent pas le focus naturellement. Donc, je sais qu'il y en a qui veulent que les boutons ressemblent à des liens et des liens ressemblent à des boutons. Il faut juste le styliser parce qu'un bouton, ça fait quelque chose et un lien, ça va quelque part. C'est une des règles de sémantique HTML qui ont une des raisons d'être. Il ne faut pas les mélanger. Pourquoi? Eh ben, passons au lien pratique numéro 5, les liens. Pourquoi je vous précise ça? Parce que on a des liens qui, voilà, mes liens ils ressemblent à des boutons, mais ce sont des liens. Et donc, je veux ouvrir des nouvelles pages. Si je dis c'est un bouton, comment je peux... la personne s'attend à aller part si c'est un bouton. Et en fait, elle se retrouve à rester là et elle voudra revenir en arrière et ce n'est pas possible parce que c'est une action, on affiche un pop-up. C'est vraiment important de respecter la sémantique. Et il faut sur le bouton lien, il faut pratique numéro 6, principal en savoir plus lien, en savoir plus lien, en savoir plus lien, en savoir plus lien. Si imaginez, vous avez une page qui 10 liens, en savoir plus, lien, lire la suite. Sur les boutiques de e-commerce, voir mon produit, imaginez ça, et en m'en savoir un produit, je voudrais consulter. Et soit le bouton lien, votre label doit être explicite. Si votre lien est déjà explicite, vous n'avez pas besoin de mettre les attributs title où ce soit. Et là, elles ne sont pas du tout explicites. Alors, comment je vais les rendre explicites? Donc là, j'ai donc mes titres. Donc je lui dis, voilà, je voudrais aller sur mon lien donc avec mon attribut title. Je vais dire en savoir plus sur le référentiel génération d'amélioration de l'accessibilité. Même chose avec le système de l'État. Je vais mettre un ARIA label. C'est exactement les mêmes attributs. Et là, avec mon insert only de mon span, je n'aurai pas besoin de répéter insert only et je vais juste compléter la phrase. On voit ce que ça donne.
Principale région en savoir plus, lien en savoir plus sur le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. En savoir plus sur le système de design de l'État, lien. En savoir plus sur les audits d'accessibilité numérique, lien. Voilà, on a 3 comportements différents, 3 façons de réaliser différents. Néanmoins, mes boutons, mes liens, ils sont explicites. Je sais où je vais. Maintenant, Consultez les règles pour l'accessibilité des contenus web, WCAG, bouton. donc là, je dis c'est un bouton. Quand je fais entrer OK, je vais m'attendre à un pop-up. Chargement de la page. OK, ça m'ouvre une... Chargement terminé. Voilà. Règles pour l'accessibilité des contenus web, WCAG, de vue d'ensemble Web Accessibility Initiative, Web, WVRS. Il va continuer à parler. Donc, en fait, ça, c'est si on arrive sur cette page-là et je vais me dire « Ah oui, j'ai terminé avec la page, je vais revenir en arrière. » Je ne sais pas où je suis. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien labelliser vos boutons et liens pour éviter d'induire vos utilisateurs et les utilisatrices en erreur. Et si le lien ouvre une nouvelle fenêtre, il faut le préciser. Voilà, donc les policies et pratiques qui sont faciles à corriger et vous pouvez faire en tant que développeur et développeuse. Alors c'est là que vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a un moyen d'automatiser tout ça parce que oui, en tant que dev, on a la sécurité à gérer, les RGPD, les bonnes pratiques, le CI, les devs, on nous demande plein de trucs. Est-ce qu'il y a un moyen de nous faciliter un petit peu la vie ? Alors, oui et non. On peut mettre en place des tests automatisés, mais elles ne vont pas ouvrir tous les critères d'accessibilité. Seulement environ 30%. C'est tout. Le reste, c'est des tests d'utilisateurs que vous devez faire avec le clavier et les terres d'écran. Même l'IA, elle ne sera pas en mesure de détecter les erreurs de navigation par le clavier, parce qu'elle va juste scanner le source, mais elle ne va pas pouvoir voir le style. Et donc, détecter si les éléments reçoivent bien le focus. Et ça, c'est une des points faibles de l'intelligence artificielle. Et les tests automatisés ne peuvent pas faire. Vous pouvez fabriquer vos propres tests et voir comment détecter certaines erreurs. Il existe des outils MAC ou PATI qui permettent de détecter les erreurs d'accessibilité basant sur les normes internationales. Et elle peut détecter s'il y a des mauvais contrastes, s'il manque l'attribut alt, ou si les boutons ne sont pas labellisés, ou les champs n'ont pas d'étiquette. Mais le reste, on va savoir si c'est explicite, si les images sont explicites, si les boutons sont explicites, si on a bien le focus sur les éléments sur le menu, ce genre de choses, ça, il ne peut pas. Pour vous montrer, donc, je vais revert tout ce que j'ai fait. Voilà, avec mon accès, je vais lui dire de scanner ma page à pratique 1. Et là, il va me dire, voilà, j'ai 20 erreurs d'accessibilité qui sont détectées. Et il me manque des soucis de contraste. Déjà, ça, on peut automatiser ça peut vous aider. Je peux faire la même chose avec le formulaire. Là aussi, il me dit chaque formulaire doit avoir son propre label. Ces petites choses-là, vous pouvez les automatiser. Et vous pouvez même utiliser GitHub en mettant en place des tests automatisés avec GitHub ou GitLab ou sur Azure, c'est possible. En gardant en tête, il existe, ça scanne 30% d'erreurs. Et par exemple, là, chez mon Access Center, tu vas faire ma review de HUD, il va me dire, mais ton rôle, là, tu as fait une erreur, là, il n'existe pas, ton rôle n'est pas valide. Ou alors, il va me dire, j'ai l'impression qu'il manque une étiquette sur mon label.
Donc, ça peut être utilisé aussi pour votre revue de HUD. Ça peut vous faciliter un petit peu la vie. Et c'est déjà pas mal. Alors, je vous ai parlé des attributs ARIA. Qu'est-ce que c'est? Les attributs ARIA, ça signifie Accessible Range Alternate Application. C'est une spécification qui propose la possibilité de définir sur les composants simples et riches une description des rôles, des états et des propriétés de manière qu'ils soient reconnaissables et utilisables par les utilisateurs et utilisatrices de technologies d'assistance ou lecteurs d'écran. Et donc, avec les attributs ARIA, on permet de faciliter la navigation au clavier et la restitution des informations via le lecteur d'écran. Je vous mettrai à disposition ce site, bien évidemment. Si vous regardez le HUD, vous verrez sur ce projet, il y a l'attribut rôle. Tu vas me dire, voilà, vous avez la page principale, la bannière, les navigateurs, la navigation, le footer, le formulaire, alerte, vous avez entendu rôle, formulaire, rôle, alerte. C'est des informations qui permettent de prévenir la personne et l'élément. Vous avez entendu la page qui disait et à pratique, page ourante, et ça, c'est grâce à ARIA Current. Tu vas me dire, voilà, je suis sur ma page actuelle. Il y a le ARIA Hidden qui me permet de cacher les icônes visuellement. Pas visuellement, pardon, cacher l'élément lecteur d'écran. Et puis ARIA Pressing qui permet de vous réaliser si le bouton est enfoncé ou pas. Et ça, je ne vous l'ai pas montré. Ah, et puis le son. Menu contenant les favoris groupe bonus, démo, accessibilité numérique document, bouton bascule non enfoncé, bouton bascule non enfoncé clair, bouton bascule enfoncé sombre, bouton bascule non enfoncé clair, enfoncé. Voilà, ça c'est grâce à ARIA Pressing. Bouton enfoncé, affiche par affiche quitter, OK. Je vais anticiper vos questions, parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent, à savoir quelles sont les obligations légales pour rendre accessible un site Internet. Il faut savoir qu'en France, il y a 12 millions de personnes handicapées et il y a, je vous l'ai dit, moins de 5% de sites web qui sont réellement accessibles pour ces 12 millions. Et il y a la loi qui vous garantit justement l'accessibilité des sites web. Et cette loi, et c'est dit, on a l'article 47 de la loi du 11 février 2005, elle a 21 ans, cette loi, depuis avant-hier. Donc la loi 47 dit que tous les services de communication publique en ligne de l'État et des collectivités territoriales et établissements publics qui en dépendent et doivent avoir des sites qui sont accessibles. Ensuite, on a l'article 106 on a étendu l'obligation du respect et l'accessibilité aux organismes délégataires d'une mission de service public et aux entreprises privées ayant un chiffre d'affaires en France d'au moins de 250 millions d'euros sur une moyenne de 3 derniers exercices. En 2023, on a étendu l'obligation à certaines typologies de services à destination des consommateurs, téléphonie, médias audiovisuels, e-commerce, bancaire, transport, et ainsi aux entreprises privées d'au moins de 10 employés et un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros. Et ça, c'est effectif depuis juin 2025. Entend vous dire, on est loin d'appliquer la loi. Pour en savoir plus, vous avez des éléments d'articles des agences d'accessibilité qui vous expliquent mieux et moi les obligations de la loi, parce que juridiquement, c'est assez complexe. Mais pour savoir si vous êtes dans l'obligation légale, n'hésitez pas à consulter ce site. Je vous ai parlé de deux référentiels de Architectural, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité qui est basé sur les normes internationales, le WCAI, Web Content Accessibility Guideline, et on porte une centaine de critères. Ils peuvent vous paraître fastidieux, parce que je sais, en début d'accessibilité numérique, une centaine de critères, c'est énorme.
Et pourtant, c'est des critères qui ressemblent à l'ensemble des besoins des personnes handicapées. Et elles sont nécessaires. Par exemple, si votre site ne contient pas de médias, là, vous n'avez pas ce genre de critères à respecter. Donc, ça réduit un peu votre liste de critères. Et voilà, vous avez sur le site du gouvernement une liste de critères qui existent. Et vraiment, il est très bien fait. Et vous explique comment ça fonctionne. Par exemple, pour les couleurs, qui dit que l'information ne doit pas être uniquement donnée par la couleur, et vous explique comment faire. Et même avec les attributs HTML, vous donne des astuces pour vous aider. Vraiment, je vous invite à consulter ces critères-là. Alors, on peut utiliser des outils de surcouche ou l'intelligence artificielle pour rendre accessible les sites Internet. Parce que c'est la tendance du moment. Spoiler, non. En fait, les outils de surcouche, vous avez peut-être entendu parler, elles permettent c'est un plugin on met sur le site et puis voilà, il suffit de sélectionner certains critères pour par exemple mettre thème sombre ou changer la police. Ça marche, mais des fois ça marche pas et ça ne garantit pas votre site est accessible à 100%. Ça répond juste à certains besoins de certains utilisateurs, mais elles ne sont pas du tout dans le respect du RC2A. En tant qu'intelligence artificielle, elle se nourrit des données. Elle scanne par exemple des projets sur GitHub. Combien de projets d'après vous sur GitHub sont réellement accessibles? Donc, on en est loin d'avoir une IA qui sait rendre correctement un site Internet accessible. Moi-même, j'ai fait des tests et j'ai dû m'y prendre plusieurs fois. Par exemple, pour des couleurs, je lui ai dit je voudrais une palette de couleurs accessible sur mon site. Il m'a fait une première proposition, je suis allée vérifier et ce n'était pas du tout compatible. Et il m'a fait « Ah oui, effectivement, ce n'est pas compatible. Attends, je vais te donner une nouvelle version. » Je me suis prise plusieurs fois pour y arriver. Et finalement, je vais faire moi-même. Et il a tendance à mettre des attributs title et ARIA label partout. Alors, il y en a besoin sur certains IA. Voilà, et il fait des erreurs, mais il ne devrait pas. Alors, moi, je crois énormément à l'intelligence artificielle au service de l'accessibilité. Il faut juste du temps pour qu'elle apprenne l'accessibilité numérique. Peut-être, et je l'espère, d'ici quelques années, elle sera en mesure de créer un site accessible. Mais aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, malheureusement. Donc, si on s'y met tous à rendre accessibles les sites web, là, l'IA, elle pourrait évoluer. Je vous invite à lire ces articles vraiment qui sont intéressantes. Et à quel moment il faut prendre en compte l'accessibilité numérique dès le début du projet. Parce que si vous pensez à l'accessibilité au milieu et voire même à la fin, je dis ah mince, les contrastes ne sont pas respectés alors et la palette de couleurs, au début il fallait y penser. Donc il faut tout revoir la charte graphique. Si on voit qu'il y a un souci de navigation et il y a des pages qui ne sont pas du tout accessibles, je suis obligée de repasser sur les pages et tout essayer pour les rendre accessibles. Parce qu'on n'y a pas pensé et du coup, ça vous coûte plus cher. Et là, je dis, ah mince, on n'a pas pensé à l'accessibilité. Bon, on verra plus tard. Il y a la loi, bon, il y a des amendes, mais elles sont complètement dérisoires. C'est pour ça que c'est important de prendre en compte l'accessibilité dès le début du projet. Et pas les développeurs, tous les équipes, que ce soit le chef de projet, les PO, les designers, les développeurs, les UA testeurs, parce qu'eux, ils vont tester si les pages sont accessibles avec le lecteur d'écran et le clavier. Vous-même, en tant que tel, vous pouvez faire vos propres tests aussi, mais vous n'êtes pas à l'abri de faire des erreurs, évidemment. C'est tous ensemble. En équipe, on peut mettre en place tout le processus de l'accessibilité numérique. Je vous ai mis tout un tas de ressources
des outils de test pour vous aider à mettre en place des tests d'accessibilité. On peut mettre en place avec Playwright, et ça, c'est vraiment bien. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y a des wikis sur l'accessibilité numérique et même un petit jeu pour apprendre à naviguer avec et c'est un jeu d'horreur à Halloween, voilà, et ça vous permettra de en prendre, à mon avis, sur un site internet. Et vraiment, c'est un bon outil de sensibilisation. Vous avez aussi des modules sur Nurse qui permettent de vérifier l'accessibilité. Je sais, récemment, il y a des nouveaux référentiels dans ULAR dédiés à l'accessibilité, on appelle en ULAR ARIA, qui peut me permettre de rendre accessible aux opposants ULAR. Il y en a aussi sur certains Vue.js ou React, mais ils ne sont pas aussi fournis. Voilà, il y a vraiment juste les bases, et il y a un peu de documentation qui va avec. Et vous avez tout un tas de référentiels qui peut vous aider à créer vos composants. Et il y a celui de l'État, qui est vraiment très bien fait et qui peut vous aider à créer vos propres composants, et non pas des packages tout faits, parce que les packages, on installe souvent, ils ne sont pas accessibles, et il faut mieux de créer ses propres composants. Et le gouvernement a mis en place toute une liste de composants que vous pouvez utiliser vous-même. Et par exemple, si je prends pop-up, Infobule, voilà. Dans l'infobule, qui me permet, parce que le title, ce n'est pas accessible, et du coup, il faut créer ses propres infobules. On a la démo, on a le HUD, qui vous permet d'expliquer comment faire avec le HUD HTML, JavaScript et CSS. Et ça peut vraiment vous aider à créer vos propres composants. Et je vous encourage vraiment à le faire. Après, vous pouvez vous faire accompagner par des agences d'accessibilité numérique, vous former. Access 42 vous propose des certifications d'accessibilité numérique. C'est ce que j'ai fait. Il y a plusieurs années de ça. Je me suis formée et certifiée en accessibilité numérique. Et il y a d'autres agences aussi qui proposent des formations sur l'accessibilité aux développeurs, aux PO, aux designers, à tous les arts du métier. Et pour terminer, je ne me suis pas présentée, mais me voilà. Je m'appelle Emmanuelle et vous l'avez compris, je suis sourde de naissance. Pour moi, l'accessibilité, c'est un enjeu important parce qu'avant de connaître l'accessibilité numérique, pour moi, l'accessibilité se résumait aux sous-titres des vidéos et transcriptions des podcasts. Aujourd'hui, je rencontre une personne là-bas et je me dis, nous aussi, on a besoin d'accessibilité sur les sites Internet. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée en tant que développeuse en accessibilité numérique. Et aussi, je suis coach en accessibilité. J'accompagne les entreprises pour vous aider à mettre en place des process d'accessibilité, de former les développeurs et développeuses pour vous donner des bonnes pratiques en accessibilité. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux si vous avez des questions, si vous avez besoin d'accompagnement. Je vous le propose avec l'entreprise Shodo, qui est une agence de conseil. Je travaille pour Shodo. Voilà, on a hors 5 minutes de questions. Vous avez toutes les sources sur GitHub. Vous pouvez récupérer le projet et vous amuser avec. Je vous invite à tester. Amusez-vous bien. Vous avez des questions, je vous demanderai de poser vos questions sur Slido parce que vous êtes un amphi et je ne peux pas lire sur vos lèvres, vous êtes loin. Désolée. Et puis avec le micro, je vous entends très mal, donc posez toutes vos questions sur Slido. Et puis n'hésitez pas à donner votre avis. Je vous laisse 1 minute pour écrire vos questions. C'est anonyme, hein, donc posez toutes vos questions, il n'y a pas de questions bêtes. Merci. Hop, on va voir pour les questions. Parce que je suis en mode 125. Voilà.
Attends, ça s'affiche. Hop. Je t'ai déjà annoté pourtant. Ah, voilà. Hop. Attends, ça arrive. Ben, voilà. Alors, les premières questions, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Ah, voilà. Voilà, donc, pas de questions pour l'instant. Le temps est posé. Bah, sinon, après. Ok. Des fois, je n'avais pas ouvert le HUA. Moi, j'espère que cette conférence vous appuie et ça vous donnera envie de vous y mettre à l'accessibilité numérique. Parce que vraiment, comme je vous ai montré, ça prend 2 secondes pour mettre certains attributs HTML. Et ça fait partie des bonnes pratiques HTML qui existent depuis 30 ans. Donc, voilà. Alors, pourquoi les spans sans label ne sont pas liés par les lecteurs d'écran? En fait, à l'intérieur de mon... Ah oui, pour les formulaires, non, ils ne sont pas liés parce qu'en fait, le label, si vous mettez un span dans le label, ça ne sert à rien parce qu'il faut l'input soit attaché au label. Et ça, c'est fait, les étiquettes, le lecteur d'écran a été conçu pour dire que voilà, mon label et mon input, si on les lit ensemble grâce à la même étiquette, elles sont vocalisées. Les spans, elles ne font pas ça. Si vous mettez un span ou un div et vous attachez pas à votre input, ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'on préconise vraiment de faire avec le label et l'attribut fort. Les CMS de type Drupal proposent-ils des fonctionnalités pour l'accessibilité? Oui, il y en a, mais je ne suis pas du tout dans le CMS, mais je sais qu'il y a une documentation pour Drupal WordPress qui permettent de proposer des fonctionnalités en accessibilité. Et si c'est des outils pour tester l'accessibilité des polices d'écriture sur un site? Non, il n'y a pas d'outils pour tester ça. Par contre, on préconise les polices sont sans empattement. Pour les personnes ici, il faut que ce soit des polices sans empattement ou sans sérif en anglais. Parce qu'avec un empattement, ça pose problème en termes de lisibilité pour les personnes d'ici. Et le plus connu, la police a utilisé, c'est Arial, qui est vraiment aussi pour être lisible. Si vous voulez vraiment utiliser des polices lisibles, j'utilise là, c'est Lucial, qui est vraiment pensé pour l'accessibilité, ou Artisan hyper lisible. Ce sont 2 polices accessibilité. Et j'ai dépassé le temps. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Bonne journée.